Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus du 14h42. Aujourd'hui, on va se demander s'il est possible de se passer de Google. Et j'accueille deux invités, Alexis Kaufmann. Bonjour. De Framasoft, on aura l'occasion de présenter tout à l'heure, ce qui est beaucoup plus qu'une association en fait. Et Ariel Kirou, journaliste écrivain, et qui avait écrit Google God. Big Brother n'existe pas, il est partout aux éditions Inculte, qui est épuisé mais qui va reparaître cette année. Il va reparaître l'année prochaine, en 2015. L'année prochaine, en 2015. Avec une réactualisé complètement. Réactualisé. Voilà, réactualisé, mais avec le même type de propos, presque amplifié. On a eu l'idée de faire cette émission à cause d'une initiative qui a été lancée par Framasoft la semaine dernière. Alors je vous lis, nous sommes en 2014 après Jésus-Christ, toute la toile est occupée par des services centralisés, toutes non. Une communauté peuplée d'irréductibles libristes résiste encore et toujours à l'envahisseur, et la vie n'est pas facile pour les garnisons des camps retranchés de Fermitum, Centralisum, Espionum et Privatum. Donc on le voit, c'est une carte de France qui s'inspire de Uderzo, Astérix Obélix, et où on voit un village libriste. C'est quoi un village libriste ? Un village libriste, c'est cette communauté sympathique, mais qui se chamaille parfois et qui se retrouve autour d'un banquet pour faire avancer la cause du logiciel libre et puis aujourd'hui du libre avec un grand L majuscule. Oui, parce que ça va bien au-delà du logiciel libre. Aujourd'hui, on parle aussi des graines libres pour que les paysans aient le droit de partager les graines, de les planter, ce qui est formellement interdit. Des encyclopédies libres. Des encyclopédies libres, Wikipédia, des films libres. Il y a eu un modèle également même pour développer une paysannerie, une agriculture libre, avec des plans pour se fabriquer des tracteurs, pour se fabriquer des moissonneuses sans avoir à les acheter auprès de propriétaires. Donc, cette analogie du village gaulois qui est donc entouré de plein d'envahisseurs. Alors les envahisseurs, c'est les Google, c'est les Facebook, c'est les gros services centralisés. Vous avez dressé une carte où on voit Twitter, on voit Blogger, Evernote, YouTube, Google Agenda. Donc toute cette galaxie, en fait, qu'est-ce que vous reprochez à ces éditeurs de services ou à ces entreprises ? D'abord, un petit historique très rapide sur Framasoft. Framasoft est né il y a 15 ans entre guillemets, d'un mouvement de résistance à la symbolique Microsoft. C'est-à-dire, on estimait que Microsoft tout d'un coup se mettait à contrôler nos ordinateurs et que, en ayant écouté ou lu des auteurs comme Stallman, etc. Richard Stallman, qui est celui qui a formalisé ce que c'était que les logiciels libres. Donc on rappelle rapidement, un logiciel libre, c'est un logiciel dont on a accès au code source et on peut améliorer le code source et on peut partager le code source et on doit même partager le code source. On ne peut pas se l'accaparer et le rendre propriétaire fermé. Absolument. Et ce sont des libertés qui sont conférées à l'utilisateur et ça donne ensuite un mouvement éthique, social, voire presque politique. Moi je suis nous, à Framasoft, on est un mouvement associatif, on est attaché à cette notion-là. Sinon, c'est plus vers l'open source que l'on va, qui est plus c'est un peu la même chose techniquement parlant, mais c'est plus un discours qui est, j'ai envie de dire, qui est compatible, qui est capitalisto-compatible, qui est celui dans le capitalisme. Et nous, il y a vraiment un mouvement alternatif pour plus d'ouverture, de transparence, de coopération, de partage, etc. Donc on était... Alors bon, présentons effectivement Framasoft. Je veux pas être long, mais milieu des années 90, vous étiez prof de quoi ? Prof de maths. Prof de maths. Vous découvrez les logiciels libres, vous commencez à faire un petit site web où vous écrivez ce que vous pensez de ces logiciels, vous les présentez, et puis ça a pas mal de succès, et ça a donné ensuite ce qu'on appelle aujourd'hui Framasoft, qui est surtout connu jusqu'à présent pour son annuaire des logiciels libres, où vous présentez des centaines de logiciels, les avantages, les inconvénients, et en quelle mesure il y a des alternatives, plein d'alternatives aux logiciels propriétaires. Ouais, mais quand je découvre les logiciels libres, je m'aperçois que je n'utilise pas de logiciels libres. C'est ça en fait, c'est ça un peu le mouvement, c'est-à-dire que juste à l'heure, je suis sous Windows, j'utilise Word, j'utilise Internet Explorer, j'utilise Photoshop, plus ou moins piraté. Et il y a un mouvement de libération, de migration vers le libre. Et c'est un petit peu ça que j'ai raconté au début tout seul. Bon, ça a rencontré des échos et puis ça a grandi, c'est devenu une communauté. Mais il y a déjà un mouvement, entre guillemets, de libération. Voilà, ça c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, en fait, avec cette campagne ambitieuse, mi-ironique, mi-on veut changer le monde. Dégooglisons Internet, notre modeste plan de libération du monde. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un peu le même constat, mais il est peut-être, on va en discuter, il est peut-être plus dangereux qu'avant. C'est-à-dire que il y a une évolution, on s'est déporté vers Internet, non seulement l'applicatif, mais aussi les données, très, très important. Et puis, il y a eu des phénomènes de concentration qui font qu'aujourd'hui, alors,
On désigne Google, voilà, là aussi c'est symbolique. On parle aussi des GAFA, mais Donc, GAFA, c'est Google, Apple, Amazon et Facebook. Et puis il y a des grands géants de Skype, il y a l'économie des Skype, numérique. il y a des Dropbox, il y a tout ce que vous voulez. Enfin, tout ce que vous voulez. Non, c'est assez restreint finalement, les Twitter, etc. On estime qu'à l'ère de l'informatique post-Snowden, il y a effectivement il y a danger et il y a des possibilités de faire autrement. Ariel Kirou, donc vous avez écrit un livre, donc, je l'ai dit tout à l'heure, Google God. Alors, ce qui était intéressant, c'est que vous écrivez que pour vous, Google, c'est pas vraiment un problème. Alors, c'était avant les révélations Snowden, on aura l'occasion d'en reparler. J'éprouve une vraie sympathie pour la démarche de Google, contrairement à la démarche de Apple, d'Amazon, de Facebook, des autres géants. Vous écrivez que là où Facebook marque chaque parcelle de la toile de ses modules sociaux et agit comme un colonisateur des nouveaux territoires de l'immatériel, Google est plus proche de l'explorateur scientifique, 1000 fois plus respectueux des cultures locales. Google apporte des cannes et sa science de la pêche aux internautes, mais ils ne pêchent surtout pas à leur place et ne volent pas leurs poissons. Vous présentez Google comme quelqu'un qui aide beaucoup. C'est Présenté comme un apiculteur qui nourrit les abeilles parce qu'il sait qu'il va pouvoir profiter du miel aussi. Dans ce paragraphe que vous avez lu, en fait, ce que j'essaye de mettre en scène, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à Google. Et je trouve ça plus intéressant de s'intéresser à un adversaire qui est séduisant, plutôt que de s'attaquer à un adversaire qu'il est peut-être plus facile d'attaquer et qui se comporte justement comme un empereur ou un colonisateur, je veux dire, de type Apple. Je veux dire. Et ça me semble absolument majeur. Je veux dire. Après, on pourra entrer dans les détails, mais Android, officiellement, lorsqu'il est né, était présenté comme quelque chose, un logiciel open source. Donc Android, qui est le système d'exploitation qui équipe énormément voilà, exactement. De la même façon, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le PageRank, le fameux système. C'est l'algorithme qui permet à voilà. Google de hiérarchiser les résultats des moteurs de recherche. Il est plus ou moins ouvert. En tout cas, dans la logique de Google, il y a toujours eu cette volonté de montrer patte blanche, en quelque sorte. Il y a toujours eu ce désir. Qui est la formule don't be phare. evil, exactement. Ne faisons pas le mal. Ne faisons pas le mal. Ne faisons pas le mal. Et pour simplifier, pas pour tout dire en une fois, je dirais que si on devait comparer Google ou Apple à des dieux de cet Internet d'aujourd'hui, qui elle-même est d'ailleurs l'objet d'une religion, Apple serait un dieu créateur classique qui impose sa loi, alors que Google serait un dieu qui, lui, serait partout présent, l'air de rien, omniprésent, en chacun de nous, l'air de rien. C'est-à-dire, sauf que, pour continuer sur le livre, il se trouve que je suis plutôt sceptique et que je ne suis pas croyant. Oui. C'est pourquoi, de fait, je m'attaque à Google, et je préfère m'attaquer à Google parce que je le trouve plus séduisant, plus malin, plus significatif d'un nouveau type de capitalisme que d'autres boîtes, y compris comme Facebook ou Apple, tout aussi dangereuses, mais qui, de fait, sont moins séduisantes. Il y a beaucoup de polémiques quand même sur le PageRank, enfin sur l'algorithme de Google, parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont spécialisées dans le référencement. Quand Google modifie son algorithme, il y a plein de boîtes qui perdent des parts de marché parce qu'elles n'apparaissent plus. Enfin, c'est pas si transparent que ça quand même. Non, c'est pas transparent, c'est un jeu complexe. C'est un jeu complexe entre je donne là, je montre patte blanche, je me fais taper par les régulateurs, les associations se rebellent contre moi, et puis après je redeviens un peu secret. Non, c'est un jeu complexe, mais où Google tente d'avoir l'image, y compris par rapport à l'écologie, par rapport aux investissements dans les énergies renouvelables, y compris par rapport à des tas de questions sur l'éducation. Google se veut, en gros, un gentil réformateur. C'est un monstre gentil. Vous vous rappelez une phrase sortie par un journaliste du New York Times en 2003, Google combiné au Wi-Fi ressemble quelque peu à Dieu. Dieu est sans fil, Dieu est partout et Dieu voit et sait tout. Depuis toujours, chacun se connecte à lui sans fil. Est-ce que c'est aussi cette dépendance de Google que vous essayez de... Enfin, cette dépendance à Google ? Absolument. Et nous, on a, de la même manière qu'on a montré comment... Nous-mêmes, on avait réussi à sortir des logiciels propriétaires Windows. Ça, c'est intéressant. Il faut raconter aussi, parce que... Nous, on est dans l'action, on est pragmatique. On a commencé par nous-mêmes parce qu'on s'est réveillé. Internet, vous avez d'abord essayé de dégoogliser Framasoft. Voilà. Racontez-nous ce qui s'est passé. On s'est réveillé un jour et on s'est dit, tiens, zut, alors, nos mails, utilisez les services de Google. Gmail, les listes de diffusion, c'est Google Groups. On a de la pub AdSense sur des petits morceaux de certains sites.
Les statistiques, c'est scruté par Google Analytics. D'ailleurs, arrêt sur image encore, mais il y a des alternatives. Par exemple, Piwik, je tiens à le signaler, j'ai regardé ça. Piwik, qui est un logiciel qui permet de faire des statistiques sur les sites web. Voilà, donc on a fait ça. C'est assez long parce que, par exemple, pour la messagerie, il faut imaginer quand même que c'est un processus assez complexe. Mais on l'a fait, on l'a expliqué, on a montré que c'était possible, entre guillemets. Et aujourd'hui, on propose, une fois que nous, maintenant, on est clean au niveau, on est Google, sans Google, 100% sans Google, j'ai envie de dire, et ben on propose ce même cheminement à nos utilisateurs avec l'idée que c'est possible. Voilà. Sinon, je voulais quand même ajouter, effectivement, autant il est facile, qu'il est bon de détester Microsoft, j'ai envie de dire, il y a quelques années et aujourd'hui encore, autant c'est beaucoup plus complexe avec Google, parce qu'il y a aussi, c'est l'extase et l'effroi, il y a aussi beaucoup d'admiration. Google finance beaucoup de projets open source, finance le noyau Linux. Google, c'est 80% du budget de Mozilla, donc si jamais la manne s'arrête... Donc Mozilla, c'est le navigateur Firefox. Voilà. Ils participent aussi à ce qu'on appelle le Google Summer of Code, c'est-à-dire tous les étés, ils invitent plein de développeurs à créer des projets libres. Il y a plein de logiciels qui naissent parce que Google a été effectivement initialement, ou en tout cas a contribué financièrement au développement de ce logiciel. Il est clair aussi que les fondateurs qui viennent de l'université ont tout de suite compris ce que c'était que l'open source. Donc c'est pour ça que c'est complexe. Maintenant, c'est une société cotée en bourse, il y a des actionnaires, c'est un truc monstrueux, c'est 16 milliards de bénéfices par an, etc. Et puis le jour où les fondateurs vont partir, qu'est-ce qui se passera? Enfin, voilà, mais c'est plus complexe, c'est pour ça que c'est aussi plus intéressant de s'attaquer à Google. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Alors concrètement, pour dégoogliser Internet concrètement, on montre que pour chaque application qu'on a l'habitude, ou que certains ont l'habitude, que la majorité a l'habitude d'utiliser, il existe des alternatives libres et éthiques. Alors, on le voit sur l'écran, vous avez fait une sorte de timeline, une liste. Voilà. À chaque, donc là on voit Google Doc, vous proposez une version qui est basée sur Etherpad, qui est un logiciel libre qui permet d'éditer des textes. Voilà. Il y a l'équivalent pour Google Spreadsheet, donc c'est l'équivalent d'Excel en fait, Excel Microsoft, Google Spreadsheet, donc Google. Là, Ethercalc. Voilà, Ethercalc. Voilà, il y a des choses qu'on a déjà mis en place, qui existent déjà, qui fonctionnent. Donc par exemple Framapad pour remplacer Google Doc. Alors évidemment, c'est pas les mêmes fonctionnalités si on regarde dans le détail, mais on a posé les premières briques. Il y a par exemple, pour ceux qui se donnent rendez-vous... On prend cet exemple Google Doc. Google Doc, là vous avez fermé, c'est par défaut, quand on utilise Google Doc, le document est public. On ne peut plus se créer un compte pour faire de telle sorte que le document puisse rester privé. En fait, sur Framapad, voilà. L'équivalent Google Doc, pardon, sur Framapad, parce que vous avez lancé un appel sur Ulule pour récolter de l'argent, et j'ai cru comprendre que vous demandiez 10 000 et vous avez obtenu 12 000. Voilà. Ça a bien marché. Il y avait une fonctionnalité manquante qui était pas mal demandée par la communauté d'utilisateurs, c'était justement de pouvoir créer des pads privés, enfin de pouvoir retrouver ce qu'on appelle les pads, c'est-à-dire les traitements de texte en ligne collaboratifs. De pouvoir travailler sur des traitements, sur un texte, mais que ce ne soit pas référençable par Google, que n'importe qui ne puisse pas y accéder, que ce soit privé. Exactement. Et d'habitude, dans la communauté libre, les choses se font plus ou moins bénévolement. Bon, là, cette fonctionnalité n'était pas là, alors on s'est dit, on va essayer nous-mêmes d'être des financeurs de développement, en fait, participer au développement d'une application qui n'était pas la nôtre, en fait. Donc la fonctionnalité n'existait pas, vous avez demandé aux gens, donnez-moi 10 000 euros, maintenant vous avez récolté 12 000, et maintenant vous allez développer cette fonctionnalité qui n'existait pas auparavant. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on teste ce modèle économique. On trouve que c'est intéressant aussi pour dire que libre ne veut pas dire gratuit, parce qu'il y a toujours cette confusion. Oui. Donc là, ça coûte en prix. Toute la confusion avec free software, parce que et en fait, aux États-Unis, ils ont l'habitude de dire que c'est pas comme la bière gratuite. C'est free comme l'esprit libre. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'est né le mouvement open source, c'est parce qu'il y avait certains qui estimaient que le mot free en anglais créait trop de confusion entre libre, gratuit. Stallman était là avec la liberté, et en plus il présente pas forcément bien, c'est pas un costard cravate. Donc c'est pour ça qu'il y a le mouvement open source. L'initiative, vous l'avez lancée la semaine dernière, et vous avez profité de cette occasion pour lancer Framasphere. Voilà, donc il y a déjà des applications qui sont posées, qui fonctionnent. Donc on a cité Framapad, il y en a une qui fonctionne bien aussi, qui est Framadate, qui est alternative à Doodle pour ceux qui sont déjà donné rendez-vous. Ça permet de définir une date pour un rendez-vous. Quand on a 10 personnes, il y a différents choix, et puis après, quand tout le monde a sélectionné les dates qui conviennent le mieux, on voit quelle est la date qui s'impose. Il y a ce qu'on appelle des pads, donc c'est éditeur de texte. Qu'est-ce qu'il y a qui marche bien ?
Framatpad et Framadate, c'est ceux qui marchent le mieux. Et aujourd'hui, ce qui a bien démarré, à notre échelle, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle notre projet, c'est Framasphère, qui est un pod, un nœud d'une application Diaspora qui a pour objectif d'être une forme d'alternative à Facebook. Donc l'idée de Diaspora, c'est de faire une sorte de Facebook mais décentralisé. Il y a pas, c'est pas dans un silo, dans les serveurs d'une entreprise aux États-Unis. Chacun peut créer son pod. Ils sont reliés entre eux, les pods? Voilà. Ils sont reliés entre eux, mais mes données sont sur un pod identifié. Donc vous avez créé un réseau, un nœud en fait, un nœud de ce réseau. En même temps, il n'y a pas beaucoup de monde encore pour l'instant sur Framasphère. On n'est pas très loin des 3-4 000. À notre échelle, 3-4 000 pour en une semaine. En une semaine, il y avait plus de 3 000, ouais. Plus 3 000 inscrits. Après, il faut voir, il y a un phénomène, il y a un petit phénomène médiatique, entre guillemets. On va voir si les gens vont rester. On va voir, et s'ils s'en servent. Il n'empêche que ça a fonctionné. On a même eu des gens relativement. On a même eu une députée, Isabelle Attard, qui est venue la semaine dernière, et quelques grands noms d'Internet, des membres influents, par exemple. Et, il y a une Moi, je me suis inscrit, bien évidemment, j'ai voulu tester. Et alors, ce qui était très rigolo, c'est qu'il y a JC Frog qui a fait un billet pour présenter Framasphère, et à la fin de son billet, on se dit « Oh tiens, il y a un Facebook libre qui vient de se créer », et à la fin du billet, il dit « Tiens, regardez, il y a les comptes à suivre », et il m'a mis dessus, ce qui fait qu'en une après-midi, j'ai eu une vingtaine de personnes qui se sont abonnées à mon compte, et je ne comprenais pas pourquoi. Et c'était à cause de JC Frog qui avait fait son billet. Mais le billet est intéressant puisqu'il compare un buzz au niveau mondial qui s'appelle Hello, avec Framasphère, et Hello en fait lui aussi se veut une alternative. Hello qui se présente aussi comme une alternative à Facebook et qui en fait présente exactement les mêmes caractéristiques que Facebook à ses débuts, c'est-à-dire il n'y a pas de pub, il y a un certain respect des données personnelles, etc. Ce qu'il y a, c'est que Facebook a évolué en fermant et en mettant de plus en plus de pubs, etc. Et vu que Hello c'est une société privée avec un code source fermé, etc., il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas comme Facebook, et donc il y a peut-être plus de confiance. Hello, c'est quoi? C'est 10 000 ou 40 000, je crois, inscriptions par heure depuis la semaine dernière ou 15 jours. C'est aussi une polémique parce qu'effectivement, il se présente comme très respectueux de la vie privée. En même temps, il a reçu énormément d'argent de fonds de capitaux risqueurs. Et donc, on se dit, mais comment des capitaux risqueurs vont financer quelque chose qui est respectueux de la vie privée, ou comment ils vont gagner de l'argent? Et on ne sait pas. Il y aura un retour sur investissement demandé. Voilà. Donc, alors, ce qui était intéressant dans la timeline, la frise chronologique, je vais essayer de parler français, sinon c'est ça me taper dessus, c'est que vous avez aussi à l'horizon 2015, 2016, vous présentez les différents logiciels que vous allez faire évoluer, et où vous allez arriver en 2017. Mais moi, j'ai pas vu de logiciel de messagerie. Si, c'est un petit peu la phase ultime en 2017, c'est remplacer Gmail. D'accord, alors ça va être compliqué, parce qu'il y en a plein des gens qui essayent. Il y a Calliope en France, il y a plein d'entreprises. C'est compliqué, mais c'est donc un plan sur 3 ans où il y a à un moment donné remplacer Dropbox, remplacer Twitter, etc. Avec donc un budget global sur 3 ans de à peu près 800 000 €. C'est ce que doit se faire Google en 2 secondes pour avoir un ordre d'idée. Il y a aussi quelqu'un qui m'a dit que Google pourrait acheter 3 millions de Framasoft à comparaison budgétaire. Nous, ce qu'il y a, c'est qu'on montre d'abord que certains disent, tiens, je ne savais pas qu'il y avait... que c'est possible. Non, déjà qu'il y a des alternatives qui existent. Tiens, je ne savais pas que on pouvait faire ça en libre, il y avait du Dropbox, on pouvait déjà installer ailleurs, ou Imager, par exemple. Dropbox, c'est un logiciel qui permet de stocker des fichiers en ligne. Alors, il faut être fortement déconseillé. L'utilisation est fortement déconseillée depuis 2 jours par Edward Snowden, qui a fait une interview en disant surtout pas Dropbox. Voilà, ni Facebook, ni Google dans ces entreprises. Enfin, si votre ennemi c'est la NSA, ce qui n'est pas la majorité de gens qui regardent le 14h42. Voilà, en tout cas, il y a plus d'une trentaine d'applications qui ont leurs alternatives. Donc ceux qui ont des compétences techniques, peuvent déjà les installer sur... Parce que notre idée, et peut-être que ça fait partie des critiques, c'est de passer par une nouvelle phase de centralisation, en fait un peu parce que les logiciels, les services que vous développez, c'est à partir de logiciels qui existent déjà. Donc tout un chacun peut installer sur son serveur s'il a les compétences d'administration d'un serveur, mais et là effectivement c'est Frama avec à chaque fois un... Vous centralisez effectivement. Alors c'est la principale critique que l'on constate depuis qu'on a lancé la campagne, et notre réponse c'est que il y a 15 ans on a démarré de Windows, et avant d'arriver au full logiciel libre Linux, on en passait par une espèce de phase de transition qui était installons et utilisons des logiciels libres en restant sous Windows, du OpenOffice, Firefox, de GIMP, l'équivalent de Photoshop, etc. Donc c'est un cheminement, c'est un parcours, et puis c'est une proposition, et c'est surtout une démonstration. On suit un chemin. Voilà, et là le chemin c'est
centraliser, entre guillemets, mais je n'appellerais pas ça une nouvelle forme de centralisation parce que c'est quand même, les applications sont libres, le code source est ouvert, il y a une charte respectueuse des données, on est une association non lucrative, je veux dire, on peut, entre guillemets, on peut nous faire confiance. Et puis, on va produire de la documentation, c'est déjà le cas, pour aider à de l'auto-hébergement. Alors justement, voilà, à propos d'auto-hébergement, en fait. On a invité Benjamin André. Benjamin, bonjour. Bonjour. Bon, ça va, le signal passe. Benjamin, alors déjà c'est rigolo, c'est pour se parler on passe par Google Hangout. Parce qu'en fait, on n'a pas réussi à trouver d'alternative qui marche aussi bien que Google Hangout pour l'instant pour faire de la visioconférence. Intéressante autour de WebRTC, voilà. On l'a testé, mais on a eu quelques petits soucis. C'est de votre côté aussi, je crois, Benjamin. Vous avez testé des WebRTC Oui, tout à fait. On est une équipe, on est une start-up de 11 personnes qui travaillons en télétravail. Donc, on a des besoins importants d'interaction à distance. Et c'est vrai qu'on a essayé pas mal d'outils. Et les outils propriétaires restent encore assez difficiles à remplacer sur Vous m'expliquez qu'il y avait une personne sur les 11 pour qui WebRTC, ça ne marchait pas. Donc, pour les 10 autres, ça marchait quand même. Je vous ai invité parce que vous avez cofondé une entreprise qui s'appelle Cozy Cloud, qui développe un logiciel qui s'appelle Cozy, et justement vous faites de l'auto et vous prenez l'auto-hébergement. Alors, est-ce que vous pouvez présenter brièvement en quoi consiste le logiciel et le projet ? Oui, l'idée c'est finalement assez simple, hein, c'est de proposer un nouveau paradigme où les données, plutôt que d'être chez des tiers, sont chez soi. C'est grosso modo, j'installe votre logiciel sur mon ordinateur, et là j'ai mon propre cloud, sauf qu'au lieu que le cloud soit géré par Google, par Facebook ou par Amazon, il est dans mon ordinateur. Et je peux y accéder depuis n'importe quel endroit du moment que j'ai une connexion Internet. Voilà, exactement. Donc c'est exactement la logique. J'ai toutes mes données réunies et ça propose beaucoup d'avantages parce que à partir du moment où je suis la seule entité légitime pour réunir mes données, hein, aujourd'hui je suis le seul à être légitime pour accéder à mes relevés bancaires, à accéder à mes mails, à mon agenda, à mon compte Dropbox et à l'ensemble des services, je vais pouvoir réunir dans un endroit qui est bien à moi, qui est mon domicile numérique, un ensemble de données permettant de créer des services qu'aujourd'hui même Google ne peut pas fournir. Parce que les acteurs actuels du cloud sont des concurrents acharnés, ils n'ont aucun intérêt à collaborer les uns avec les autres et un certain nombre d'usages que je pourrais attendre de ces services ne peuvent pas être développés parce que ces acteurs sont en concurrence. Le fait de réunir toutes les données autour de mon environnement permet de créer des services à plus forte valeur ajoutée que ce que peuvent faire des Google. Par exemple, qu'est-ce que vous pourriez proposer que Google ne proposerait pas ? Aujourd'hui, mais assez simple, vous voulez faire une recherche dans vos documents, vous devez vous connecter tour à tour à votre Evernote, à votre Dropbox et à votre Gmail pour faire une recherche. Vous avez des comptes avec des informations de contact qui sont sur Gmail, qui sont sur LinkedIn, qui sont sur Facebook. Il n'y a pas de synchronisation, c'est quelque chose de bouge. D'accord, donc ce serait une sorte de moteur de recherche qui permettrait à la fois de chercher dans mon profil LinkedIn, mon profil Twitter, mon profil Facebook et ma Gmail, parce que vous pourrez les interconnecter, parce que tout ça, c'est dans votre cloud à vous, c'est ça ? Là, ça, c'était l'exemple sur la recherche, mais c'est aussi de l'intégration pour de la mise à jour. Quand j'ai un contact qui bouge, ça bouge pour l'ensemble de mes services. Quand quelqu'un se marie et change de patronyme, c'est actualisé partout. Quand je récupère mon relevé bancaire, je m'attends à ce que mon relevé bancaire soit disponible dans mon répertoire synchronisé et immédiatement accessible sur mon PC, comme pourrait le faire une banque si elle le déposait sur mon Dropbox. Mais aujourd'hui, ces acteurs-là ne collaborent pas, n'ont pas un intérêt suffisant pour proposer ce type de service. Et si l'individu reprend la main sur ces données et l'ensemble des services qui travaillent dessus, on peut imaginer un paradigme qui permet d'aller plus loin que ce que proposent les services en ligne aujourd'hui. Alors, les services, la notion de décentraliser Internet, on en reparle beaucoup depuis les révélations Snowden, parce qu'on a vu avec les révélations Prism que quand tout est centralisé, ça facilite la tâche pour des services de renseignement ou des autorités d'accéder à ces données-là. Je voulais vous demander également, vous avez reçu en juin dernier 1 million d'euros de fonds de capitaux risques. Quel est l'intérêt pour des capitaux risqueurs d'investir 1 million d'euros dans un logiciel qui permet aux gens de créer ce qu'on appelle le cloud. Le cloud, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir toutes les données qui sont hébergées sur un disque dur. Sauf que là, ce serait dans mon ordinateur. C'est quoi leur intérêt ? Ouais. En plus, c'est un logiciel libre, parce que vous avez... Une petite précision qu'on ne me reproche pas, mais c'est 800 000 euros et qui m'a permis d'accéder à un levier financier d'1,2 million. Voilà.
Donc, je pourrais être précis. Et l'intérêt pour les financeurs, je pense que pour faire très court, le paradigme actuel du cloud est en train de montrer ses faiblesses. Il y a un certain nombre d'enjeux qui sont en train de se faire jour. D'un côté, il y a des enjeux sociaux et éthiques. Je pense qu'on pourrait pas en parler pendant des heures, mais il y a une problématique de respect de la vie privée qui, à mon sens, sont aussi importants que dit autrement, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen gagnerait à évoluer pour tenir compte de l'écosystème numérique, parce qu'aujourd'hui, être libre et indépendant, c'est aussi avoir une liberté sur la gestion de nos données qui nous permettent d'être calculées. Donc il y a vraiment des enjeux absolument fondamentaux sur la définition d'un citoyen, d'un parent, d'un patient, d'un électeur, qui sont extrêmement liés à la gestion de nos données, et il y a des enjeux sociétaux absolument majeur. Mais ce qui intéresse les capitaux, j'avais une autre question, ce qui intéresse les capitaux risqueurs, est-ce que c'est pas aussi le fait, parce que j'ai vu vous êtes en partenariat avec La Poste Orange, et un des autres clients et utilisateurs de ça, c'est pas seulement des particuliers, ça va être des entreprises qui vont créer le cloud de telle ou telle entreprise. Est-ce que c'est aussi ça qui les intéresse ? Oui, exactement. C'est-à-dire que les enjeux, là, juste pour revenir sur le fil directeur, c'était de dire il y a des enjeux énormes qui sont en train de poindre, que ce qui soit sociaux et éthiques ou économiques. Est-ce que le marché aujourd'hui fonctionne bien ? Est-ce que, en tant que consommateur, j'ai le choix entre une pluralité d'acteurs qui me proposent des services alternatifs concurrents ? Est-ce que j'ai un système fiscal qui fonctionne bien ? Est-ce que, en tant que patient, je suis confiant sur la manière dont sont gérer mes données personnelles et bien utilisées? Est-ce que l'Internet des objets est une opportunité ou une menace? Et tous ces challenges aujourd'hui que soulève le cloud peuvent être résolus par une approche décentralisée. Et quand aujourd'hui on dit que les GAFA sont ultra dominants, ça veut dire qu'il y a des ultra dominés. Il y a des gens qui sont en danger. Et vous voulez libérer les ultra dominés? Ariel. Il y a une chose que j'aimerais comprendre en tant que néophyte, en fait. Moi, le cloud, j'ai toujours compris qu'a priori, ça voulait dire que mes données étaient sur un serveur extérieur qui était loin de moi, dans quelques nuages, qui ressemblent plutôt à des fermes de serveurs. Bon, mais dire que c'est sur mon ordinateur, c'est pas l'inverse du cloud. J'ai du mal à comprendre d'un point de vue très concret et très bête, comment ça peut être le cloud, c'est-à-dire extériorisé de façon à ce que j'y accède de partout, de n'importe quelle machine en permanence, et sur mon ordinateur. J'aimerais que vous me l'expliquiez, parce que là, j'ai du mal à voir. Bien sûr. En fait, si on prend la définition de la Wikipédia du cloud, c'est l'organisation de ressources numériques en ligne, par le réseau, indépendamment de l'endroit où physiquement se trouve cette ressource numérique. Cette ressource numérique peut être dans votre salon, comme elle peut être sur un data center chez OVH. La solution qu'on propose, votre cloud personnel, votre serveur personnel, peut être sur une petite machine que vous faites tourner à la maison, sur la box de votre fournisseur d'accès, mais aussi sur une machine dédiée. L'intérêt, c'est qu'on peut y accéder depuis n'importe quel endroit du moment qu'on est connecté à Internet. Alors que quand on a ces fichiers dans son ordinateur, on ne peut pas y accéder quand on n'est pas devant son ordinateur. Il faut de la mémoire. Alors il faut que j'ai quand même une mémoire suffisante sur mes disques durs associés à mon ordinateur. Bon, disons qu'à 80 €, vous avez 1 Teraoctet, je pense que la question ne se pose pas. Non, mais il faut poser des questions de base, là, pour le coup. Vous en pensez quoi, alors, du fait comme ça que tout le monde vous êtes en train de développer, si je comprends bien, tout le monde va pouvoir créer son propre Google plus tous les autres services sur sa propre machine qu'il va contrôler lui-même. Exactement, ce qu'on dit, c'est qu'on cherche à développer le terme système d'exploitation techniquement impropre, mais enfin l'Android du serveur personnel, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir regrouper toutes vos données personnelles et augmenter via des services que vous choisissez dans un marketplace qui vous permet de déployer ces services donc, sur votre serveur personnel et vous retrouvez un écosystème numérique en ligne qui soit non seulement aussi riche que ce que vous connaissez aujourd'hui, mais même plus riche. Ariel, vous en pensez quoi? Non, mais moi, de toute façon, c'est pour moi le problème de base. C'est quelque chose qui ne se posait pas quand vous l'avez écrit. Non, absolument pas. Ça ne se posait pas quand j'ai écrit le livre. Mais pour moi, le problème de base, il est très simple. C'est que comment faire pour ne pas être enfermé, mine de rien, avec un grand sourire, dans un seul et unique écosystème pour tout ce que nous avons à faire dans le nouveau monde numérique. Voilà. Le problème, il est juste là. C'est très simple. J'ai rien contre l'usage de Google. En revanche, du jour où Google me fournit tout sans exception, sans que je le sache, je commence à m'inquiéter. Voilà. Donc, tout ce qui va dans le sens d'une diversification, quelle qu'elle soit, des sources même de mes usages, à mon avis, est bonne à prendre. Je veux dire, que ce soit l'écosystème d'Apple, c'est-à-dire en gros ce grand confort, c'est le confort et la sécurité. Donc l'écosystème, que ce soit celui d'un gouvernement, celui d'Apple, de Google ou de qui que ce soit d'autre,
je veux dire, c'est dangereux. C'est une situation de monopole. Exactement. Donc c'est le monopole par rapport à la logique d'usage et qui aboutit à des logiques, en gros, à une sorte d'apathie totale politique et une incapacité à agir et des blocages potentiels qui vont en augmentant quelque part. Bon, l'objectif étant quand même de faire en sorte que nous soyons super cool et super bien dans l'écosystème Google, dans l'écosystème Apple. On s'endort, on fait tout ce qu'on veut, surtout on n'agit pas, mais on est très à l'aise. Donc pour moi, ce genre d'initiative, dès lors qu'elles mettent de la diversité, de la multiplicité et de l'autonomie entre les mains des gens, c'est positif. Voilà. Je voulais juste une petite insiste, c'est que avec nos box internet que l'on a tous chez soi, qui sont souvent allumés 24 heures sur 24, il y a la possibilité technique déjà de décentraliser. Free pourrait proposer cela, mais évidemment c'est pas dans son intérêt économique. Mais c'est déjà là. C'est déjà là. Ça, vous n'avez pas intégré ce type de décentralisation et au contraire vous avez fait Frama et après le Framapad, Frama ceci, Frama cela, une déclinaison chez Framasoft. On est vraiment complémentaires entre l'associatif, le monde de l'entreprise, etc. C'est que là, nous on pose et c'est la démonstration. On montre que c'est là, ça existe. Qu'on peut les utiliser, que c'est libre, et ensuite libre à, par exemple, le secteur de l'économie sociale et solidaire de s'en emparer, à des startups, etc., de prendre ces briques, de les améliorer avec nous, d'en faire des prestations de services, etc. Voilà, nous on est là un peu à la base. Je me souviens qu'on a développé il y a quelques années une clé qui s'appelait la Framaki, c'était une clé avec des applications portables. Il y en a qui l'ont commercialisée. Alors en fait, la Framaki, c'est une clé USB à l'intérieur de laquelle on peut choisir le nombre de logiciels qu'on veut et on n'a pas besoin d'installer le logiciel sur l'ordinateur qu'on veut utiliser. Le simple fait de mettre la clé dans l'ordinateur, on peut lancer les logiciels directement depuis la clé USB. Ce qui est très pratique pour tous les gens qui sont dans des administrations ou des entreprises où ils n'ont pas le droit. C'est strictement interdit d'installer des logiciels. Voilà, et il y a eu un projet avec la région Île-de-France pour proposer 600 000 clés aux lycéens, je me souviens. C'était évidemment pas Framasoft, petite association, qui va tout d'un coup développer 600 000 clés avec du logiciel libre dedans pour les lycéens. Ça a été fait par une boîte et qui s'est servi de nos briques et qui a fait un petit don en retour à notre association. Voilà un petit peu le modèle proposé. Parlons du modèle économique justement, parce que dans la frise chronologique tout à l'heure, il y avait l'objectif chiffré. Alors vous chiffrez le nombre... Alors, aujourd'hui, j'ai vu, il y a eu 591 cette année, il y a eu 591 personnes qui ont donné à Framasoft, dont 429 donateurs récurrents, pour un total, pour l'instant, depuis le 1er janvier, de 16 358 €. Ça, c'est pour l'instant. Les chiffres sont un peu à réactualiser. Mais on le voit, vous donnez des objectifs chiffrés, même y compris pour 2017, et en 2017, c'est 180 000 €. Vous voulez arriver à recruter 8 ou 9 autres développeurs, administrateurs système pour accompagner la montée en puissance. Vous êtes en train de développer votre petite entreprise, en fait. En un sens. D'abord, qu'est-ce que c'est que 200 000 € et 10 permanents quand on... 0,00003% du chiffre d'affaires de Google. Voilà, quand on décide entre guillemets, de remplacer Google, ou en tout cas pas de remplacer Google, mais de montrer qu'il est possible de s'en départir. C'est aussi un message, par exemple, à l'institution publique, moi j'écoute Axel Lemaire, qui est critique vis-à-vis de Google, et qui est beaucoup sur taxer pour que la richesse produite par Google revienne en France, etc. Là, on montre qu'avec très très peu d'argent, en fait, c'est ridicule, 200 000 €. On peut se passer des services de Google. Voilà, et donc pourquoi ne pas aussi nous soutenir et nous accompagner c'est un message que je lance. Pourquoi continuer à payer des licences Microsoft alors qu'on pourrait développer des logiciels libres? Voilà, et vraiment à un coût qui est ridicule. Je veux dire, notre somme globale, c'est 800 000 €, c'est ridicule. À l'échelle de ce que l'on a entrepris et du discours que l'on propose. Vous parlez vous définissez comme étant des LED, une charge des services libres, éthiques, décentralisés et solidaires. Moi j'ai l'impression, en lisant cette charte-là, en lisant les textes que vous avez produits, grosso modo, vous êtes les nouveaux Biocop, les nouveaux magasins qui essayent de se présenter comme étant éthiques, solidaires face aux grandes chaînes de supermarchés. Est-ce que c'est comme ça que vous envisagez le... C'était un peu par opposition au village romain que vous avez cité au début de mission. Donc c'est vis-à-vis de l'espionnage, des problèmes liés à la vie privée, de la centralisation et de la fermeture du code. Donc nous, tout d'un coup, on propose un peu des alternatives. Oui, on appelle ça les LED pour un petit peu de nom de code parce qu'on a envie de rallumer un peu la lumière dans Internet. Ce qui est important, ce qu'on aime bien aussi, c'est le dernier, c'est LED et le S, c'est solidaire, c'est faire communauté, c'est avancer ensemble, c'est rien ne se fera sans
sans Oui. vous, sans nous tous. Parce que c'est ce que je précisais tout à l'heure, vous êtes plus qu'une association, c'est que vous vous présentez comme un réseau d'éducation populaire issu du monde éducatif. C'est pas une association où vous cherchez à avoir des adhérents, ce que vous cherchez c'est promouvoir les logiciels libres, c'est enrichir la culture libre, et à ce titre, j'ai pas parlé d'un autre de vos projets qui est vachement intéressant, qui est le Framablog. Framablog où vous traduisez de manière collaborative des textes souvent écrits en anglais, vous les traduisez en français, qui promeuvent la culture du libre et qui développent justement cet esprit-là du libre. Et enfin, offrir des services libres en ligne. Donc c'est plus une coopérative en fait qu'une association maintenant. Oui, c'est une communauté. Ce qui donne confiance, ce qui fait qu'il y a des gens qui travaillent avec nous, c'est la confiance donnée par les licences libres. C'est-à-dire que tout ce qui sera produit restera dans le pot commun. Il n'y a pas dans tout le groupe. Tout d'un coup, Framasoft ne va pas se mettre à... voilà, donc, et les gens, à la limite, ne se posent pas trop de questions sur ce qu'il y a derrière, dans les coulisses, ceux qui justement font en sorte que les serveurs fonctionnent, etc., auxquels je rends hommage d'ailleurs à tous les techniciens de l'équipe de Framasoft. Non, c'est la licence libre. C'est un peu aussi comme ça que fonctionne Wikipédia. Une nouvelle religion en fait. La licence libre. Nouveau culte. En tout cas, c'est disruptif, c'est-à-dire que tout d'un coup, dans ce monde où on est habitué à propriétariser un peu tout et de plus en plus de choses, et on étouffe, voilà tout d'un coup une garantie que ça va rester accessible à tous. Alors, Benjamin, je voulais vous poser une autre question. C'est quand j'ai préparé l'émission, vous m'avez parlé d'un projet de loi pour arriver à imposer la portabilité, le fait de pouvoir récupérer ces données. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Ouais, bien sûr, parce que peut-être que le terme dégoogliser, bon, c'est vrai, on tape sur un symbole, mais en réalité, ce qu'il faut voir derrière, c'est pas tant un acteur qui s'appelle Google qu'une hyper-concentration des données personnelles. Ce serait trop long d'expliquer si c'est un problème d'œuf et de poule, mais aujourd'hui, le fait que Google soit si puissant provient du fait de cette hyper-centralisation des données personnelles. Et le seul moyen de pouvoir faire émerger des systèmes alternatifs, c'est de faire en sorte qu'on puisse reprendre la main sur nos données pour pouvoir les migrer d'un service à un autre. Donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer les données dans un format interopérable et typiquement que je puisse récupérer tout ce que Google a sur moi pour pouvoir ensuite les mettre dans Cozy Cloud ou les mettre dans Framasoft. Alors, à ce titre, je voulais montrer quelque chose qui apparemment, il y a plein de gens qui ne savent pas, en tout cas Daniel Stederman, quand j'ai préparé l'émission, ne savait pas que ça existait. C'est le Google Dashboard qui a été lancé par le Data Liberation Front, qui est le front de libération des données, qui avait été créé en 2008 ou en 2009 par Google, qui est une interface qui permet de paramétrer les différents comptes qui sont sur Google et où, par exemple, là, on va montrer, ça garde, par défaut, Google va garder l'historique de tout ce que vous cherchez sur Google. Et là, Google a déjà rentré dans un cercle vertueux qui permet d'effacer les données, de les supprimer ou de les télécharger. Donc ça, il propose déjà en partie Google, sachant, si j'ai bien compris, que par ailleurs, c'est pas complètement interopérable. Alors l'interopérabilité, c'est encore autre chose. On va éviter de rentrer dans un discours trop technique. On va pas rentrer dans... Mais déjà, de réutiliser sur un autre serveur. Et voilà, pour pouvoir changer de fournisseur de services, pour pouvoir migrer, pour pouvoir que de nouvelles alternatives puissent voir le jour. Et là, c'est vrai que Google est plutôt un bon élève, d'autant qu'au départ, leur Data Liberation Front n'était qu'une interface web. Aujourd'hui, ils ont pas mal APIfié leur Donc, ce sont des services qui permettent d'interroger à distance. Voilà, mais ils sont loin d'être suivis sur le web. Alors concrètement, on peut importer tout son carnet d'adresses, on peut récupérer tous les emails qu'on a reçus, qu'on a envoyés, les photos, les vidéos, et on peut supprimer. On peut disparaître de Google. Ça, c'était assez révolutionnaire quand Google a lancé le Data Liberation Front. Il a dit, nous sommes les premiers qui proposons à nos clients de ne plus du tout être nos clients et être nos utilisateurs, et disparaître des serveurs. Oui, exactement. Mais exactement. on parle de bon élève, j'ai entendu bon élève ou cercle vertueux, c'est quand même sous la pression aussi d'un certain nombre d'activistes ou des utilisateurs. Hein. C'est pas venu comme ça. Pareil pour le droit à l'oubli, qui a été évoqué la semaine précédente. Oui, c'est la pression de l'opinion publique. Il faut d'un côté mettre la pression sur Google pour le rendre entre guillemets un peu plus humain, parce qu'on parlait de Dieu tout à l'heure, et puis montrer qu'on peut faire autrement. Et c'est vrai qu'on nous dit c'est impossible, on nous dit vous avez 10 années de retard, aujourd'hui Google s'intéresse au transhumanisme, etc.
En même temps, Stallman, quand il a lancé les logiciels libres en 83, il était tout seul dans son coin. Il s'est dit, je veux créer des logiciels où on a accès au code source, et aujourd'hui, les logiciels libres, il y en a partout. Exactement. Si j'étais Jim Bowell, si j'arrivais aujourd'hui... c'est qui Jim Bowell? C'est celui qui a créé Wikipédia, Jimmy Wales, et que j'arrivais avec mon petit projet d'encyclopédie en disant, dans une dizaine d'années, il y aura 10 millions d'articles, 250 là. Vous me ririez au nez, carrément. Ariel Kirou, vous en pensez quoi, vous, de cette évolution à l'aune de tout? Parce qu'en plus, là, pour préparer la nouvelle mise à jour, vous m'expliquiez que vous avez fait toute la timeline, vous êtes remonté dans toute l'histoire de Google. Comment vous voyez l'évolution de tous ces projets de décentralisation par rapport à l'évolution de Google? Je dirais que Google, de toute manière, dès le départ, en fait, a une ambition absolument démesurée, en fait, démiurgique. Organiser l'information du monde. Organiser l'information du monde, même aller plus loin, faire le bien. Voilà, aujourd'hui, dans le domaine de la santé... Google, ils ont même déclaré qu'ils voulaient arriver à trouver les réponses aux questions que vous ne vous êtes pas encore posées. Tout à fait. Et Google Instant, c'était un peu ça. Et Eric Schmidt, qui était l'ancien PDG, qui est aujourd'hui le chairman exécutif, président exécutif donc de Google, effectivement, a même un jour fait une gaffe et parlé de télépathie quasiment, en fait. Hein. Bon. Donc oui, il faut bien voir que Google, c'est vraiment Casimir. C'est le monstre gentil, en fait. Hein. Donc, il est très gentil, mais il est très monstrueux. En fait, il veut vraiment notre bien. Et le problème, c'est que moi, je me méfie des gens qui veulent mon bien. En fait, hein. Ça m'irrite un petit peu, d'une certaine façon. Mais en même temps, il agit très concrètement. Il dépense des fortunes pour les énergies renouvelables, sur des tas de projets, sur des open source, de l'éducation. Hein. Donc voilà, le voilà Google, hein, Casimir. Et en plus, quand il crée par exemple une boîte comme Calico. C'est quoi Calico? Calico, donc, c'est une société qui a été créée il y a à peu près 1 an, qui a pour objectif de rallonger l'espérance de vie et de travailler donc sur toutes les maladies liées au vieillissement. Donc c'est effectivement très clairement lié en fait à ce qu'on appelle donc la singularité, l'immortalisme, c'est-à-dire le transhumanisme. Hein. Transhumanisme, qui est l'idée d'augmenter le corps humain, l'être humain par des technologies. Voilà. La mort est vue comme un bug. La mort est vue comme une sorte de bug. À fixer. Mais eux, concrètement, ils mettent Casimir qui va trouver la solution. Oui, voilà. Non mais j'y crois pas. Non mais eux, ils mettent des sous très concrètement. De la même façon qu'ils pensent qu'avec les logiques de base de données, ils ont lancé une baseline study, une étude en fait sur 1000 patients et leur ADN pour voir qu'est-ce qui fait qu'ils sont bien portants ou pas. Donc ils mettent des moyens fous sur tout ce qui est excessivement grand public et qui va en quelque sorte potentiellement faire en sorte que tout le monde va aimer Google et utiliser Google. Donc là ils sont sur la santé de façon assez forte. Donc moi ce que je dirais c'est que ce type de monstre gentil, il faut être lucide par rapport à lui. Il faut pouvoir prendre acte de ce qu'il a envie de faire, mais comme c'est bourré d'effets pervers et de gens qui ont des tas d'intentions complètement diverses, il faut en permanence des contre-pouvoirs. Il faut en permanence l'empêcher de nous dévorer intégralement pour notre bien. Je veux dire. Et ça, c'est absolument indispensable. Et en plus, ça peut s'avérer positif. Il faut un contre-pouvoir à Casimir. On est en pleine Lille aux enfants. Exactement. Il faut un dernier mot. Il faut un contre-pouvoir, justement, nous, on montre que des contre-pouvoirs existent. Je voulais juste dire que mais est-ce que c'est impossible de déboulonner Google? Mais rappelons-nous on va pas remonter jusqu'à AOL, mais rappelons-nous de MySpace, rappelons-nous de MSN, Skyblog, Second Life, tout ça semblait inamovible et ça a pourtant disparu. Le temps est écoulé. Je vous remercie beaucoup, messieurs. On va essayer d'inviter plus de femmes les prochaines fois. Sinon, je vais me faire pourrir la vie. À très bientôt. Bye bye.